Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 en pleine pandémie du coronavirus dans le monde et au Togo. Le monde vit une phase importante de son histoire récente. Un monde connecté est finalement un monde risqué. À l'heure de la mondialisation même, les virus ont subi des mutations et se sont actualisés pour se mettre à l'heure de cette mondialisation. Wuhan, c'est à des milliers de kilomètres du Togo, c'est plusieurs heures de vol par avion, mais le foyer du coronavirus a brisé les frontières. Lomé et donc le Togo sont atteints. Les chiffres ont connu une évolution. D'un premier cas, le pays a dépassé la dizaine de personnes contaminées et plusieurs dizaines de personnes suspectes. Quelle est la réelle situation de terrain à Lomé, dans la capitale, mais aussi à Tchévié, Palimé et Soukoudé? Depuis samedi, ces villes font l'objet d'une attention particulière. Des barrières ont même été installées par les autorités. Dirigeons-nous vers un confinement à l'italienne ou à la française? Petit pays sans histoire, si ce ne sont des histoires politiques, généralement de succession au sommet de l'État, le Togo n'est pas très armé pour faire face efficacement au Covid-19. D'ailleurs, quelle est la puissance au monde qui peut bomber aujourd'hui le torse devant ce virus? L'Amérique a le moral en berne, l'Europe et l'Asie se posent des questions. L'Afrique vit son fatalisme, les certitudes sont en train de tomber. Les théories scientifiques paraissent démunies, mais comme d'autres grandes pandémies de l'histoire, le coronavirus rentrera bientôt dans l'histoire des grands chocs de notre temps. Quelles seront ses conséquences? Dans l'immédiat, les chansons et autres louanges des églises et temples ont fait le deuil ce dimanche. Ce 22 mars 2020 est entré dans les annales. Les mesures du gouvernement sont visiblement passées par là. Comment comprendre ces mesures? Dans les détails, quelles sont leurs importances à l'heure de l'Union sacrée, puisque tous les partis politiques se sont mis aux couleurs du Covid-19? Quelles doivent être les attitudes des populations dans les maisons, dans les services et dans les rues? L'adage dit, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. La Bible renchérit, car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Combien de Togolais peuvent avoir juste de la nourriture suffisante pour vivre un confinement? Le Covid-19 fait la loi aux côtés des médecins et des forces de l'ordre. Des hommes masqués aussi ont fait leur apparition dans les rues du Togo. La peur, l'anxiété, le stress aussi. Le D12 de ce dimanche va être spécialement consacré à la pandémie du moment. Et pour nous en parler, l'ancien ministre de la Santé, Charles Kondi Agba, et puis le docteur Hassan Amadi Simon-Pierre, médecin épidémiologiste, chef division de la surveillance intégrée des urgences sanitaires et de la riposte au ministère de la Santé. Dans 30 minutes, ils répondront à toutes vos préoccupations à propos de cette pandémie. Les numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Messieurs les invités, bonjour. Bonjour Pierrot. Bonjour mon cher. Comment vous allez? Oui, tout va bien. Est-ce que vous avez le moral? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans ton introduction, tu l'as dit, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, mais nous ne sommes pas encore au stade de la panique. Puisque nous connaissons plus ou moins l'adversaire, nous nous préparons sérieusement. Oui, c'est ce que je peux dire. Docteur, est-ce que vous avez peur? Non, pas du tout, pas du tout. Vu le dispositif mis en place et les résultats que ça produit, nous sommes rassurés et nous vaincrons la lutte. Il est sûr que le monde vit une importante phase de son histoire. Mais est-ce que dans les pays comme les nôtres, les historiens vont être attentifs à ce qui est en train de se passer? Bon, c'est de l'histoire immédiate. Hein. Nous sommes en plein dans le drame. Il faut d'abord passer ce cap. Lorsque nous aurons vaincu la maladie, oui, je pense que les historiens, la médecine elle-même va produire un certain nombre d'ouvrages pour qu'on comprenne ce qui s'est passé et ce que nous avons pu mettre en œuvre pour vaincre l'adversaire. Vous avez l'habitude d'écrire des livres, vous êtes un ancien ministre. Nous sommes deux. Donc, est-ce que par exemple, vous allez penser écrire un livre au sortir de cette crise? Non, comme je le dis, dans le saut de l'action comme ça, on ne peut pas dire cela. Chacun de nous cherche à se protéger, chacun de nous cherche à appliquer les mesures édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires. Non, nous ne pouvons pas penser à un livre comme ça. C'est quand les esprits se seront reposés, c'est-à-dire lorsque nous aurons vaincu la maladie, qu'on pourra penser à cela. Je parle de temps difficiles tantôt en venant à la radio. J'ai vu les rues relativement désertes. Docteur, est-ce que vous avez fait le même constat? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous constatons que la population a compris les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Et donc, on est content de voir que les gens ont pris véritablement conscience.
Nous allons faire de la pédagogie tout au long de cette émission, puisque c'est de cela aussi qu'il s'agit. Nous allons permettre aux populations d'être sensibilisées. D'abord, on va remonter à ce thème qui est venu, un thème relativement barbare, le Covid-19. Docteur, c'est quoi? Alors, quand on dit Covid-19, c'est le nom de la maladie que provoque donc ce nouveau virus. C'est le nom de la maladie. Le virus lui-même, les scientifiques lui ont donné un nom, SRAS-CoV-2, SRAS-CoV-2, qui veut dire c'est un deuxième virus qu'on vient de détecter dans le monde, donc qui est de la famille des coronavirus CoV-2 et qui provoque un ensemble de signes respiratoires. Donc on appelle un ensemble de signes un syndrome, alors respiratoire, syndrome respiratoire, qui survient subitement, donc aigu et de façon sévère. Alors SRAS veut dire alors syndrome respiratoire aigu sévère, causé par CoV-2, c'est-à-dire le coronavirus de type 2. C'est-à-dire que dans le monde, il y en avait eu un premier type? Oui, on a eu un premier type qui a été découvert en 2002, d'accord, qui a aussi eu tendance à donner une épidémie et qui a été vite contenu. Donc voilà la différence entre les deux. Ce virus et le nouveau virus qu'on vient de détecter ont des similitudes, mais il y a quand même des aspects qui les différencient. Et c'est pourquoi on leur a donné type 1 et type 2. Professeur, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport au départ de... Non, je vais dire que le coronavirus est connu depuis très longtemps. En médecine vétérinaire, nous le connaissons aussi. D'ailleurs, celui dont il s'agit actuellement semble être venu de l'animal à l'homme, causant donc ce qu'on appelle une zoonose, une maladie qui peut aussi bien attaquer les animaux que l'homme. Et en mutant, en subissant cette mutation de l'animal à l'homme, il est devenu très virulent. C'est pourquoi il nous échappe, si je puis dire, jusqu'à présent. Mais sinon, en médecine vétérinaire, nous connaissons également le coronavirus, qui normalement n'aurait pas dû être aussi terrifiant, mais la mutation lui a donné une virulence inégalée. Bon, depuis quelque temps, justement, on entend utiliser ce terme mutation. En réalité, en médecine, qu'est-ce que ça veut dire? Mutation, ça veut dire que le gène, il change. Je vais prendre un exemple plus simple pour la compréhension des auditeurs. Et en paludisme, nous avons un parasite qui s'appelle Plasmodium falciparum. C'est lui qui est dans le sang, et il a la forme d'une faucille, et c'est lui qui provoque le paludisme. Pourquoi nous n'arrivons pas jusqu'à présent à trouver un vaccin contre le paludisme? Parce que le parasite change. Lorsque vous avez fait vos recherches, vous êtes sur le point de trouver un vaccin efficace, mais il change de forme, il change de toxicité. Il faut recommencer. C'est ça la mutation. Alors ce coronavirus qui était pratiquement banal, maîtrisable sur l'animal, en passant de l'animal à l'homme, il a acquis une virulence. C'est ça la mutation. Il change. Quand on parle de changement, je ne sais pas si c'est dicté par le propre corps de l'animal ou de l'homme. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement, de cette mutation? Oui, d'abord, il faut voir que tout ce qui vit, tout être vivant, est composé donc d'un certain nombre d'éléments. Et particulièrement, il y a ce qu'on appelle des acides aminés, c'est-à-dire des composés protéiques, puisque dans la vie, on a les protéines, les lipides, les glucides. Alors, ces acides aminés-là doivent être enchaînés dans un ordre précis. Et donc, dès qu'il y a un petit désordre, un seul acide aminé qui bouge, on parle de mutation. Donc, ce virus, dans sa structure globale, a changé à un moment. Pourquoi? Personne ne peut le dire vraiment. Personne ne peut le dire. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Même chez l'homme, on a des mutations possibles. Vous voyez? Alors, le virus n'est fait que d'acide aminé. Et lui, quand il rentre dans l'organisme, il va alors aller se coller aux acides aminés du noyau, enfin de notre ADN, si on peut le dire comme ça. Et donc ça, on le multiplie. On le multiplie. C'est pourquoi, pour le détruire, en réalité, il faut aller détruire le noyau de la cellule. Ça veut dire détruire la cellule.
Donc c'est pourquoi les virus sont difficiles à traiter. Voilà un peu comment ceci se présente. Donc ce germe qui était un germe banal, qui ne posait absolument aucun problème, à un moment, suite à des faits qu'on ne peut expliquer clairement, a changé sa structure. Et maintenant, au lieu de maintenir son aspect bénin, est devenu violent et a commencé à produire la maladie. Sur les origines de ce virus, il se raconte beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Même dans les grands pays, il se raconte beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les virus, c'est les êtres vivants les plus difficiles à maîtriser. Dans le système de santé, dans le monde scientifique, ils sont connus, décrits, mais au plan du traitement, sont difficiles. Et toutes les maladies virales, je donne l'exemple du rhume ordinaire, la grippe. C'est un virus qui le cause. Nous n'avons pas un médicament spécifique contre la grippe. La rougeole que nous avons connue. Pendant longtemps, on a l'impression qu'on le traite, mais c'est les signes qu'on traite, traitement symptomatique. On n'a pas de médicament spécifique contre la rougeole. Alors, c'est des choses qui ont existé. Regardez cette grippe banale que nous avons aujourd'hui, que nous appelons le rhume. Les grippes ont causé de grandes épidémies dans le temps. Dans les années 1917-1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a eu une grande épidémie de grippe qui a fait plus de 40 millions de morts en un an. Dans les années 58-59, on a encore eu une épidémie de grippe qui a fait 2 millions de morts. Et un peu avant les années 70, une autre épidémie qui a fait environ 700 000 morts. Donc, regardez comment la courbe chute pour montrer que le monde est aujourd'hui prêt. Donc, on connaît ce virus, on connaît son histoire et on est prêt. On est prêt. Donc, la preuve même, c'est qu'aujourd'hui, on donne de gros chiffres de nombre de malades. Le monde est à plus de 200 000, 260 000 cas aujourd'hui. On a 11 000 décès. Quand vous faites le rapport, nous avons moins de 4 décès sur 100. Ce qui, malgré l'ampleur de la maladie, rassure quand même en ce qui concerne la maîtrise. Cela suppose que nous n'allons pas atteindre les chiffres que vous aviez évoqués, les 40 millions, bien sûr, millions de morts. Bien sûr, parce que, regardez, ça fait depuis décembre que le phénomène a commencé. Si nous comptons janvier, février, mars, 3 mois, en 3 mois, on a 11 000 décès. Alors, si je divise par 3 mois, ça veut dire que nous sommes environ à moins de 4 000 décès par mois. Vous voyez? Alors, si on prolonge sur l'ensemble de l'année, on est nettement loin de 40 millions. Donc, que nous soyons rassurés, ce n'est pas... C'est vrai, l'ampleur nous fait peur, mais nous devons garder sérénité. C'est-à-dire que, pour répondre plus précisément à la question que tu as posée, le temps est tel qu'il ne faut pas s'occuper de l'origine du virus. Il ne faut pas entrer dans cette querelle. Est-ce que c'est en Chine qu'il a commencé? Tout à fait. Non, non. Préoccupons-nous de comment se prémunir contre le virus. C'est beaucoup plus positif, n'est-ce pas? C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les grandes puissances même s'accusent les uns les autres, mais nous n'allons pas rentrer dans cette querelle-là. Comment faire pour éviter ce que le gouvernement est en train de faire actuellement? C'est une véritable course contre le coronavirus. Il faut se prémunir, il faut courir beaucoup plus vite que lui. Sans doute que nous parlerons, c'est clair que c'est aussi l'objet de cette émission, nous parlerons de ces mesures qui sont prises par le gouvernement. Tout à fait. Mais un certain nombre d'Africains sont quand même conditionnés par les origines de ce virus, parce que certains pensent que c'est un complot international pour éradiquer la race noire. Certains évoquent une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Quelle est la réalité? Pierrot, justement, je te dis que si tu entres dans cette polémique-là, tu ne vas pas t'en sortir. Regarde la distribution de la maladie. Si c'est un complot pour anéantir la race noire, nous qui sommes noirs, c'est raté. Puisqu'en réalité, jusqu'à présent, c'est chez nous qu'il y a le moins de cas possible. L'Afrique commence à peine à être attaquée. Nous sommes prêts pour la bataille. Et ceux qui l'auraient créé sont les premières victimes. Non, non. Honnêtement, non, ce n'est pas nécessaire.
Voyons comment nous devons plutôt lutter contre cet agent. Bien, merci. Nous allons donc passer à cette étape avec ce virus qui entre sans doute quelque part, pas quelque part dans le corps humain. Par où est-ce qu'il entre dans le corps humain? Il suffit de suivre ce que fait la télévision chaque soir avec le ministère de la Santé. Ce n'est pas les voies aériennes. C'est par les voies aériennes. Parce que le syndrome le plus difficile à soigner, ce que nous aurions beaucoup de difficultés à soigner, c'est quand le virus atteint les poumons. Vous êtes bloqué dans votre respiration. Mais c'est par voie aérienne, c'est pourquoi les masques nous permettent de nous couvrir le nez et la cavité buccale, puisque parfois on respire également par la bouche, n'est-ce pas? La voie de pénétration de préférence, c'est la voie aérienne. Oui, quand vous parlez de voie aérienne, pour ceux qui ne... Est-ce que les oreilles font partie? Non. Le nez et la bouche. Non, les oreilles, ce serait trop compliqué, parce que vous allez trouver la barrière du tympan, vous avez l'oreille moyenne avant d'arriver dans le pharynx, c'est trop compliqué. Autrement dit, le virus, quand il est passé par les narines, vous traversez les cavités nasales, vous êtes directement dans le larynx. Dans le larynx, c'est la trachée. Donc, contamination par les narines, contamination par la bouche, lorsque nous aspirons de l'air par la bouche. Puisque ce n'est pas la bouche et le nez, que doit-on faire justement pour éviter que ce virus-là ne passe pas par la bouche et le nez pour entrer dans l'organisme? D'abord, il faut savoir que quand le virus, il entre, comme vous venez de le dire, sa voie d'entrée, c'est pas la respiration. On respire par le nez, on respire par la bouche. Donc, on l'inhale. Et une fois entré, il reste, il trouve les conditions favorables dans la gorge, dans la bouche, dans le nez. Il reste là, il se multiplie. Puis après, il descend dans les poumons. Vous voyez? Alors, comme il est là, dans la gorge, dans le nez et la bouche, toutes les sécrétions qui sortent de ces zones-là sont des concentrés de ce virus. Vous voyez? Donc, quand je tousse, quand j'éternue, je projette des milliards de gouttelettes de salive et de sécrétions nasales. Alors, celui qui est en face de moi ou qui est à côté de moi, je projette sur lui parce que ces gouttelettes ne sont pas visibles. Vous voyez? Donc, je projette sur lui et lui, en respirant, il respire mes gouttelettes. Et donc, il respire, si je suis malade, alors, il respire le virus et il est contaminé. Alors, compris comme ça, ça veut dire que nous pouvons barrer la route à ce virus. C'est-à-dire, si mon nez, ma bouche sont déjà protégés, d'accord? Moi qui suis malade, je ne peux plus envoyer mes gouttelettes sur une autre personne. Et si l'autre aussi est protégé, même si je projetais des gouttelettes, lui ne va plus recevoir. En tout cas, même si ça sort un peu, le risque est drastiquement réduit. Le risque est drastiquement réduit. Donc, première disposition, c'est de se protéger la bouche et le nez, surtout au moment d'éternuer et au moment de tousser. Parce que c'est le moment critique des claboussures, de projection des gouttelettes. Et c'est pourquoi on a proposé de le faire avec un mouchoir en papier qu'on jette rapidement juste après dans une poubelle. Ne pas utiliser un mouchoir en tissu parce qu'on le rempoche. Et donc ça c'est une cotisation de virus sur ce papier et sur ce mouchoir en tissu. Ouais. Alors comme c'est un réflexe, l'éternuement ou la toux, parfois on n'a pas le temps d'aller sortir son papier mouchoir. Et là, on recommande d'aller rapidement dans le creux du coude. Parce que si on le fait dans la main, qu'est-ce qui se passe? On concentre le virus dans la main. Alors que c'est la partie avec laquelle on est en contact fréquemment avec les autres. Vous voyez? Quand vous saluez quelqu'un, quand vous touchez quelqu'un, vous voyez, c'est avec la main. Et donc, pour réduire ce risque, on dit d'aller le faire au creux du coude parce que la fréquence d'aller toucher le coude de quelqu'un, c'est quand même assez faible. Ouais. Et bon, on rajoute à ça le lavage des mains à l'eau et au savon. Comme c'est la partie qui touche l'autre. Se protéger et protéger l'autre. Donc, si j'ai le virus dans ma main, en me lavant les mains à l'eau et au savon, parce que le virus, il est très fragile, il est rapidement détruit par les détergents, par le savon.
Donc, j'ai ma main propre. Et je peux alors, ouais, ne pas contaminer l'autre. De la même façon, en dehors de ces protections-là maintenant, il faut se mettre à une certaine distance. Parce que ce virus, il a la particularité de n'être que dans les gouttelettes. Il n'est pas suspendu dans l'air pour être respiré. Vous voyez? Donc, les gouttelettes, généralement, tombent avant 1 mètre de distance. Ce qui fait que si je suis à 1 mètre de quelqu'un, quand il tousse ou éternue, j'ai moins de chances, le risque est faible que je reçoive ces éclaboussures sur moi. Donc, voilà l'autre disposition, c'est la distance. C'est la distance. Il y a certains qui nous font cette observation, ceux qui nous regardent sur notre page Facebook, sur la distance qui nous sépare dans ce studio. Est-ce que c'est la distance réglementaire ou pas? Oui, non, nous sommes déjà suffisamment loin l'un de l'autre. 1 mètre, c'est 3 fois 30 cm. Hein? C'est 3 fois 30 cm. Vous êtes au moins à 1 mètre, 1 mètre 10 de moi. Et fort heureusement, depuis que nous avons commencé l'émission, personne n'a toussé. Mais justement, sur la question de la toux, oui, des éternuements, oui, est-ce que cela suppose que dorénavant, si quelqu'un tousse quelque part, ou si quelqu'un éternue quelque part, celui-là, il est malade? Je ne pense pas que ce soit le seul signe. La toux, on peut l'avoir pour plusieurs raisons. On peut avoir une irritation banale de la gorge, ça vous fait tousser. N'importe quel... Je ne suis pas fumeur. Si j'entre dans un local où quelqu'un a fumé, mon larynx peut déjà me dire, ici il y a de l'air qui n'est pas convenable pour toi, je vais tousser. Mais ce n'est pas la toux du coronavirus. Il y a d'autres signes. Il y a la température, il y a cette toux, il y a le jetage nasal. Tout ça, c'est un paquet de symptômes que celui qui est atteint va finir par montrer au bout d'un certain nombre de jours d'incubation. Là aussi, le docteur nous le dira encore. C'est lorsqu'on a attrapé le virus, je parle en termes pédagogiques, ce n'est pas automatiquement qu'on a ces signes-là. Ça vient en s'ajoutant les uns aux autres. Lorsque vous êtes aux symptômes de la poitrine, de la difficulté à respirer, vraiment vous êtes... c'est pas à votre dernière extrémité, mais il ne faut pas atteindre ce stade-là. Donc, s'il y a une toux, elle peut être d'origine ordinaire, sans que ce soit le coronavirus. Ce que vous dites à ceux qui nous écoutent actuellement, oui, par rapport à la toux et aux éternuements, et puis par rapport aux distances, vous voulez dire que dorénavant, dans la rue, oui, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voulez parler avec cette personne-là, vous devez vous mettre au moins à 1 mètre de la personne. Absolument, absolument. C'est bien dit, Pierrot. Il ne faut pas se coller comme on faisait avant. Quand nous sommes dans une queue pour attendre le bus, quand nous devons rentrer dans un supermarché, il faut avoir 1 à 2 mètres entre nous. Il faut le faire. Mais quand vous parlez de bus, ça me fait sourire là. Oui, alors? Oui, parce que dans les bus au Togo, on connaît. C'est le confinement dans le bus. Mais c'est-à-dire que nous allons devoir changer nos habitudes. Ça, c'est ce qu'on connaissait avant. Mais la maladie, au point où nous en sommes, il faut changer nos habitudes. Il faut changer, absolument. On ne peut plus continuer à être collés les uns aux autres comme nous avons l'habitude de le faire. S'il y a un pays que je peux citer en exemple, c'est l'Italie. Les Italiens sont des gens chaleureux comme nous. Ce sont des Méditerranéens, il fait chaud, et ils payent le prix fort justement de ces habitudes sociales. Il faut changer. Nous sommes dans une période où il faut absolument changer notre façon de vivre. Vous nous écoutez sur Pyramide FM un instant et nous sommes au D12 spécial consacré au coronavirus. Et dans 5 minutes, vous avez la possibilité de participer à l'émission avec des questions et les préoccupations qui sont les vôtres. Nous avons avec nous 2 spécialistes qui vont devoir apporter de la lumière aux zones d'ombre qui subsistent encore autour de vous. Docteur Hassan. Oui, non, justement, c'est en connaissant ce mode de transmission que nous venons de décrire, avec les différentes précautions, par exemple, nous disons la distance d'1 mètre. C'est sur cette base scientifique que le gouvernement a pris cette disposition et donc diffusé ce communiqué. Donc, qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble pour qu'on soit à moins d'1 mètre l'un de l'autre? C'est tous les regroupements. C'est tous les regroupements. Donc, aller à la plage, on est en groupe. Et donc, ça fait qu'on va interdire la fréquentation de la plage. De la même façon, à l'église, dans les lieux de culte, à la mosquée, on est on est en contact étroit. Oui. Dans les établissements scolaires, c'est ça. Oui. Les funérailles, les enterrements,
on est toujours côte à côte. Et dans les marchés, dans les activités sportives, et tout ça, on est en groupe, on est ensemble. Donc c'est ce qui, justement, explique la base sur laquelle le gouvernement est parti pour dire, attention, arrêtons telle attitude, arrêtons telle attitude. Et c'est ce que le ministre dit, nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer nos habitudes. Donc, ce n'est pas un communiqué ou des dispositions qui viennent du simple plaisir de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est bien fondé. Voilà. Un certain nombre de dispositions donc, sont annoncées par les autorités, les interdictions d'un certain nombre d'activités. Même en Afrique, on a des traditions. Vous voulez dire qu'il faudrait mettre en parenthèse ces traditions, notamment par exemple les funérailles en Afrique. Et Togo spécialement, les populations aiment aller aux funérailles et surtout marquer les salutations d'usage à la fin de la cérémonie. Vous voulez dire qu'il faudrait mettre en parenthèse? Bien sûr, Pierrot, bien sûr. Regardez Ebola. Ce qui s'est passé, le facteur de dissémination d'Ebola, c'était les funérailles. C'était le traitement des morts. Mais quand la population a arrêté en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, quand ils ont compris qu'ils ont arrêté cette façon de faire, très rapidement, l'épidémie s'est estompée. Donc, épidémie impose, urgence impose, on est obligé de changer nos habitudes. Sur toujours les mesures du gouvernement, il y a les marchés. Sur les marchés ne sont pas fermés et les dispositions particulières ont été prises en ce qui concerne les marchés. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le lieu d'approvisionnement. Même quand vous êtes confiné, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, si d'aventure l'épidémie va en galopant et que nous sommes obligés de nous confiner, ça veut dire quoi? Tout le monde reste chez lui. Mais tu dois quand même aller chercher à manger. Même dans les pays où l'épidémie a atteint des pics impossibles, les marchés ne peuvent pas être fermés. C'est pourquoi le gouvernement dit les marchés, les supermarchés, en respectant les dispositions dont nous venons de parler largement, il faut qu'on les garde ouverts. Et le gouvernement dit, celle qui vend, la vendeuse doit se protéger. Elle se protège du client qui va arriver. Elle se protège, elle ne va pas souiller la marchandise que nous venons chercher chez elle. L'acheteur doit se protéger. Si nous faisons cela dans nos marchés, je pense que nous sommes toujours dans cette idée de couper la transmission. On ne peut pas fermer les marchés. Comment est-ce que nous nous approvisionnerons? Bien, merci. Nous venons de passer 30 minutes avec les deux invités et comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup de questions, mais également les auditeurs ont sans doute des préoccupations. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Hassan Amadi Simon Pierre. Il est médecin épidémiologiste, chef division de la surveillance intégrée des urgences sanitaires et de la riposte au ministère de la Santé. Nous avons également avec nous l'ancien ministre de la Santé, Charles Kondi Agba. Je rappelle les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous allons commencer par insérer les auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom? C'est Rémi de Pitié. Oui, allez-y. Ok, j'aimerais tout d'abord saluer. Oui. Ma première question est celle. On dit de tout ouvert à la santé au-delà. Mais, à mon grand étonnement, les cache-nez manquent dans les points de vente. Et en plus de ça, j'aimerais demander à M. Charles Kondi Agba, comme ils avaient distribué les coûts de campagne aux gens, s'ils prenaient la décision de distribuer les casinos aux gens, tout ne serait pas bon pour la population. Et ce qui concerne le transport, on aurait appris que les produits pétroliers ont baissé depuis longtemps, mais malheureusement, on ne constate pas la baisse chez nous. Ce ne serait pas mieux de baisser aussi ces produits pour que le transport des conducteurs de taxi autres là réduisent aussi les passagers pour qu'on puisse convaincre ce mal. Bien, merci. Nous allons insérer un deuxième auditeur. Après le tout premier auditeur, nous allons insérer un deuxième auditeur. Je rappelle également à ceux qui nous regardent sur notre page Facebook qu'ils ont la possibilité de laisser également leurs préoccupations, comme l'a fait Blaise Aziamale. Lui voudrait savoir le degré de risque auquel sont exposés les employés des stations-service et communément appelés les pompistes. Le deuxième auditeur, allô, bonjour. Allô? Bonjour.
Bonjour. Oui, votre nom? C'est monsieur Honoré. Oui, Honoré, allez-y. Ouais, je voulais demander, tout à l'heure, le docteur a dit qu'on doit se laver les mains avec de l'eau. Ouais, je voulais savoir si on se lave les mains avec de l'eau du savon, est-ce que le virus va survivre dans l'eau? C'est votre préoccupation. Bien, merci. Après Honoré, nous allons insérer un troisième auditeur avant de permettre à nos invités de réagir à la première série de questions qui sont laissées. L'auditeur, est-ce qu'on l'a? Non, pas encore. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Gérard. Gérard. Oui, votre préoccupation? Ma première préoccupation, c'est, je veux poser la question à M. le ministre. Il y a que cela, moi, j'ai nous avait parlé de ce virus, comme quoi c'est un virus de l'hiver. Maintenant, nous ne sommes pas en hiver. Voilà, le virus est avec nous. Comment il explique? Deuxième question. Ne voyez-vous pas que le fait qu'on s'éternise au pouvoir, et quand un de ces familles, on n'a rien fait dans le pays, notamment aucun hôpital construit depuis l'arrivée de Pogna, c'est ça qui fait vraiment paniquer la population. Sinon, à mon humble avis, tel qu'il vient de l'expliquer, est-ce qu'il faudrait paniquer jusqu'à ce que les gens même n'arrivent un peu à vendre les denrées? Quand vous allez chez eux, ils disent qu'ils ne peuvent plus vendre les denrées, qu'ils ont peur de celui-là qui vient payer. Bien, merci. Nous avons compris votre préoccupation, Gérard. Nous allons donc demander les avis des invités. Bon, le premier, je n'ai pas retenu son nom, mais je vois qu'il a parlé, il mélange un peu les genres. Il demande si les tricots de publicité que les partis politiques ont distribués pendant la campagne électorale, si on ne peut pas transformer cette industrie-là en production de masse. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même produit. Ce n'est pas le même produit. Ce n'est pas pour le même usage. Nous ne sommes pas venus ici pour parler de campagne électorale. Et le même auditeur dit le prix de l'essence, ce n'est pas la même chose. Je ne vois pas ce que la baisse du prix de l'essence va venir faire dans la lutte que nous devons absolument poursuivre contre le coronavirus. Donc vraiment, je ne pense pas qu'il soit dans le sujet. C'est comme ça que le professeur dirait à un élève, n'est-ce pas? Les pompistes, je pense qu'ils n'ont pas... Non, mais en fait, le premier, il a parlé du cache-nez, par exemple. Les cache-nez qui sont devenus rares, qui sont devenus très chers. Non, ça c'est le ministère de la Santé doit prendre des dispositions pour qu'on en importe. Je vais citer un chiffre, ce n'est peut-être pas le nôtre, mais je sais que même en France, le produit manquait. Le président... Emmanuel Macron? Macron vient de commander 250 millions de masques. Ça veut dire que même là-bas aussi, le problème est ardu. Bon, je vais laisser mon camarade parler des pompistes, mais moi je les ai vus, hein. Beaucoup d'entre eux ont déjà le masque. S'ils ont le masque, comme l'a dit le docteur, ils ne pourront pas contaminer les clients qui vont arriver. Et si les clients qui arrivent eux-mêmes sont porteurs de masques, non, la transmission ne pourra pas se faire. Bien, docteur. Oui, d'accord. D'abord, la question de masque. Il faut que la population comprenne que nous avons deux types de masques, c'est-à-dire protection. Il y a ce qui est à usage médical pour le personnel qui soigne les malades de coronavirus. D'accord? Ça, c'est des masques spéciaux. Mais ce qu'on demande à la population, c'est de se protéger pour garder ses gouttelettes à lui, pour ne pas éclabousser sur les autres. Donc, un simple tissu à la maison. Et déjà, j'ai vu des gens commencer déjà à fabriquer eux-mêmes leur propre masque. En fait, on veut parler ici des bavettes. Des bavettes. On n'a pas besoin de bavettes spécifiques construites quelque part. Non. Nous voulons des moyens pour réduire le risque. On ne peut pas le réduire et l'éradiquer totalement à 100%. Donc, qu'on le comprenne ainsi. Maintenant, les masques qu'il nous faut, c'est du masque pour mettre à la disposition du personnel de santé. Il y en a déjà, mais nous savons que l'usage que nous avons demandé au personnel de santé, ça va faire qu'on aura une rupture rapidement. Et en prévision de cela, une commande a été faite et la livraison va avoir lieu d'ici
enfin, dans la semaine prochaine, donc à partir de demain, mardi, nous attendons donc une grande cargaison qui va arriver avec tous les équipements de protection. Donc voilà. Monsieur Gérard a posé une question sur l'eau et le savon. Oui, justement. La deuxième question, c'était ça, d'abord par rapport aux pompistes. Le gouvernement a bien dit, tout vendeur, une station d'essence est un marché qui reçoit donc des clients. Donc, le pompiste doit prendre des mesures. 1, il doit mettre sa bavette. 2, il doit apprendre à se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, ou mettre à disposition à côté de la pompe du gel hydroalcoolique. C'est vrai que là aussi les gens vont poser ce problème qu'il n'y en a pas, mais vous voyez, le système a été fait en sorte qu'il y a une grande production qui vient de démarrer à l'intérieur du pays. Ça veut dire que d'ici les 2 jours à venir, nous aurons suffisamment de gel dans le pays pour tout le monde. C'est vrai aussi que le gouvernement... Non, il y a M. Gérard. M. Gérard a posé 2 questions que je dois absolument... Oui, en fait, il y a une partie liée au pouvoir politique. Non, il dit virus de l'hiver. Non. Oui, c'est vrai que quand nous avons dit ça, vous verrez vous-même que le virus a besoin de fraîcheur et d'humidité. Et c'est pourquoi en Chine, en France actuellement, en Amérique, tous les pays qui sont sous l'hiver, le virus survit plus longtemps que dans nos pays qui sont chauds. C'est ce qu'il faut dire en premier. De 2, vous verrez que tous les programmes, toutes les contraintes que les Européens auxquelles ils s'astreignent eux-mêmes, ils visent le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Lorsque l'été va arriver, nous sommes sûrs que le pic de contamination va baisser. Est-ce que cela suppose que le virus est sensible au soleil? Bon, nous savons, en tout cas le coronavirus que nous avons connu, que nous avons étudié en médecine vétérinaire, ne survit pas à 20 degrés. Il ne survit pas à 20 degrés. Celui-ci, certainement un peu plus. Mais il est forcément sensible à la chaleur. Docteur? Oui, bon, d'abord, dire à celui qui pense que le virus, quand on se lave les mains, il va survivre dans l'eau, c'est qu'il est déjà détruit totalement par le savon avant même d'être entraîné par l'eau. Alors, en ce qui concerne la température, je veux faire un premier constat. La température de l'homme est de 37 degrés Celsius, température normale. Donc, si le virus survit à 37 degrés Celsius, c'est qu'il faut faire attention. Deuxièmement, le constat est clair. Le coronavirus se comporte un peu comme les virus de la grippe. Quand est-ce que nous avons plus de cas de grippe? C'est toujours au temps du froid. Par exemple, en temps d'harmattan, au temps de la mousson, que nous avons plus de cas de grippe. C'est ce qui fait justement donner cette tendance-là. Mais, ce qui est prouvé jusqu'à maintenant, c'est que le virus ne vit pas à 50 degrés pendant 30 minutes. Si vous soumettez le virus à 50 degrés, à une température de 50 degrés pendant 30 minutes, il est totalement détruit. Si bien que la recommandation qui est issue de cela, c'est de bien cuire les aliments avant de les manger. Vous voyez? Des gens ont évoqué boire de l'eau chaude. Tu ne peux pas boire une eau chaude de 50 degrés pour pouvoir aller stériliser ta gorge. C'est pas possible. Et puis il faut maintenir cette température pendant 30 minutes. C'est pas possible. Bon. Vous voyez? Il y a une question qui a été posée par Gérard. Je voudrais l'éclairer. Le président Ford n'a construit aucun hôpital, etc. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Si nous avons 3 grands hôpitaux de référence, c'est l'hôpital de Tocoin d'abord, appelé Sylvanus Olympio. C'est le plus ancien. Il a été construit en 1954, donc en période coloniale. Le deuxième, c'est le CHU Campus. Celui-là, nous savons exactement quand il a été inauguré aussi. C'est en 1987. C'était le 20e anniversaire du régime Yadema que nous avons inauguré en grande pompe, ce deuxième hôpital. Mais le troisième, celui dont nous allons parler actuellement, il a été inauguré le 26 avril 2010. Et c'est bien fort Nyasingbe qui est parti l'inaugurer. Il ne faut pas que Gérard dise ça. Et il se trouve justement que cet hôpital le plus récent, c'est celui que le gouvernement vient de réquisitionner. Nous sommes passés de 4 lits qui étaient à l'hôpital CHU Campus à près de 120 lits à l'hôpital chinois de Kege. Nous pouvons désormais accueillir au plus grand pic de notre épidémie, nous pouvons accueillir 120 malades. Alors il ne faut pas qu'ils disent cela. Et il se trouve justement que c'est là où la coopération chinoise justement nous aide.
Et on peut dire que, puisque c'est là-bas que ça a commencé, nos partenaires chinois savent comment faire pour prendre... Bien, merci beaucoup. Nous allons permettre à d'autres auditeurs d'intervenir. Est-ce qu'on en a en ligne? Oui, allô, bonjour. Oui, bien sûr, c'est René qui revient. Excusez-moi beaucoup. C'est comme si ma deuxième question a été mal comprise. Votre deuxième question, c'était quoi? C'est à propos des produits pétroliers. Ah, vous parlez du prix du baril qui a baissé à l'international? Bien sûr, c'est de ça que je parle. Je dis si c'était baissé ici aussi, les chauffeurs, par exemple, les bus de 6 places, 5 places là, on pouvait d'ailleurs interdire de prendre des gens jusqu'à 4 ou bien, c'est-à-dire au-delà de 3 personnes. Comme ça, il aura la distance entre les gens. Tout ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas empêcher les chauffeurs de faire les surcharges là, tant que le prix du baril est... Bien, merci. On a compris, cher ami Rémi. Mais il y a des préoccupations qui se laissent par d'autres amis qui nous regardent, notamment Kodjo Hunkwe, lui, nous regarde quelque part. Il dit, quelles sont les mesures qui sont prises, par exemple, pour les Togolais qui sont bloqués derrière les frontières? Parce que vous savez, certains Togolais ont été surpris parce qu'ils étaient soit du côté du Burkina et du Bénin ou du Ghana, ils ont été bloqués. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises à propos de cela? Le gouvernement n'a pas pris cette mesure de façon subite. Il a donné une marge d'au moins 3 jours. C'était justement en prévision de nos frères qui sont en dehors de nos frontières, qui étaient en mission. On n'a pas dit, à partir de tout de suite là, toutes les frontières sont fermées. On a donné cette marge qui leur permettait de prendre leurs dispositions pour rentrer. Mais, même lorsque les frontières sont fermées, on a dit qu'il y a des contrôles sanitaires à ces frontières-là. Si un Togolais se présente à Sabikodje qui veut rentrer, on ne va pas lui dire d'être au Bénin. On va lui contrôler sa température et avec les précautions d'usage, il va quand même rentrer chez lui. Tous les pays européens ont fait ça. Nous n'allons pas garder nos compatriotes dehors. Bien, merci. Le téléphone sonne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vais bien. Votre nom? Oui, c'est Jean qui appelle. Oui, Jean. Oui, Jean, allez-y. Oui, c'est à propos des images qu'on a eues hier. Il y a eu un décès à Gabon du coronavirus. C'est pour voir est-ce que c'est vrai ou bien c'est toute information pour que au moins là, tout le monde puisse savoir comment se prendre. Oui, bien, merci. Après Jean, on va insérer un autre auditeur. Allô, qui est là? On a quand même la question de Bertrand Douty qui nous écoute depuis Adido Gomé. Est-ce que l'État a pris des dispositions pour des cas détectés à l'intérieur du pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des centres d'accueil qui sont postés à l'intérieur du pays? Voilà, pour la question de Douty. Bertrand, est-ce qu'on peut retourner le téléphone? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Alors, Luna Fakako. Oui, allez-y. Allô? 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 Votre correspondant vous a mis en attente. En fait, on n'a pas très bien compris le mécanisme. Notre ami Akako, est-ce qu'il est revenu? Allô? Oh, bonjour. Oui, bonjour. C'est Amédin. Oui, Amédin, allez-y. Comment ça va? Oui, ça va. Allez-y pour la question. Il nous est interdit de se rassembler en grand nombre. Que disons-nous des prisonniers? C'est ma question. Bien, merci, Amédin, depuis Kagomé, à propos de la situation dans les prisons du Togo. Maintenant, on va donner la possibilité aux invités de réagir à ces questions qui sont laissées. D'accord, merci bien. La première question par rapport au décès qui est survenu à Dapon hier. Effectivement, il y a eu un décès à Dapon. Et ceci m'amène à rappeler un peu comment nous faisons la surveillance épidémiologique. C'est-à-dire que le système est en sorte que nous donnons un certain nombre de signes à nos acteurs de terrain, les infirmiers, les médecins, les sages-femmes qui sont sur le terrain, et particulièrement nos équipes qui sont à la frontière. Ils ont un certain nombre de signes qu'ils recherchent chez les gens, les passagers par exemple, pour suspecter la présence de la maladie. Suspecter, c'est-à-dire que en présence de ces signes, ils peuvent se dire, attention, il se pourrait que. Et justement, c'est ce qui s'est passé à Dapon, à la frontière. On a vu une dame qui passait, mais qui était déjà malade. C'est une ancienne malade. Elle avait une maladie il y a longtemps, qui est connue. Elle était sous traitement. Et elle a décidé de revenir à Dapon pour poursuivre ses soins.
Donc, au vu de ceci, les équipes ont dit, ah, attention, ça pourrait être. D'accord? Le fait d'avoir dit ça pourrait être, nous appelons ça un cas suspect. D'accord? Alors, les dispositions ont été prises, mais après, on s'est rendu compte qu'en réalité, non. C'est sa maladie. Elle avait sa maladie depuis. Quelle était cette maladie? Non, ce n'est pas bien que je dise. Ok, allez-y. Voilà. Donc, elle était en tout cas malade. Elle était porteuse d'une maladie chronique. Et donc, dans ses soins, elle s'est vue vraiment au stade terminal et elle a décidé de revenir au pays. Et donc, elle est revenue, effectivement, elle est décédée. Mais quand même, des dispositions étaient prises pour faire le prélèvement pour voir si c'est ça ou pas. Si c'est ça ou pas. Donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent pour dire un cas suspect égale à un cas confirmé. Sinon, nous avons beaucoup de cas suspects. Le panier est large pour permettre de ne pas jouer pour dire non, 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 ça ce n'est pas ça alors que c'est ça. Donc, on fait un panier large et le laboratoire nous permet donc de trier pour trouver les vrais cas. C'est vrai, donc pour Dabaon, il y a eu un décès mais qui n'est pas lié au coronavirus. On a vu également sur les réseaux sociaux circuler des images présentant une équipe intervenant et présentée comme Agli. Ça a également circulé hier. Oui, moi je suis celui-là au ministère de la Santé qui reçoit toutes les informations, chaque jour, toutes les données sur les cas suspects, les cas confirmés et tout. Le cas de Gléi n'est pas dans notre base. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Donc la population se calme. S'il y a cas, on le dira. On le dira. Et les dispositions sont toujours prises. Même quand on est devant un cas suspect, nous prenons toutes les dispositions pour traiter ça comme si c'était un cas. Et donc, c'est ça que les gens regardent et disent attention, donc c'est véritablement ça. Par exemple, celle qui est décédée hier à Dapon, on l'a enterrée comme si c'était un cas en attendant de voir ce que le laboratoire va dire. Donc pour l'instant, les analyses se poursuivent. Oui, mais l'analyse doit être déjà prête actuellement. L'analyse doit être prête et si on ne nous a pas alarmés jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'informations, ça veut dire que c'est négatif. Il y a la question de Amédin à propos des prisonniers. Bon, vous savez, nous n'inventons pas la roue. Nous ne sommes pas le seul pays où il y a des prisons. Nous ne sommes pas le seul pays où le nombre de prisonniers dépasse la capacité normale. Je pense que le ministère de la Justice doit être en train de réfléchir à la question pour soulager un peu les prisons afin que là aussi la promiscuité diminue. C'est ce que je peux dire. Le cas que je peux citer, c'est celui de l'Iran. L'Iran qui était imperméable à tout échange de prisonniers, s'est mis à libérer ses prisonniers, à les échanger. Je pense que nous arriverons là-bas, nous aussi. Oui, justement pour dire qu'en matière de riposte aux épidémies, on évolue avec le niveau du risque. Les prisonniers sont quelque part. Si on ne permet pas à un malade de dehors d'aller dans la prison, vous voyez, ça veut dire qu'ils sont déjà protégés. Parce qu'ils ne sont pas en contact avec le virus. En réalité, ils protestent contre le droit de visite qu'on leur refuse justement. Puisque les prisonniers ont droit à certains moments que les familles viennent les voir. Comme le dit le médecin, ce sont ces familles qui pourraient faire introduire le virus dans la prison. C'est contre la suppression du droit de visite que partout dans les prisons, nous avons entendu dire que les prisonniers se révoltent. Ça, mais maintenant, c'est une disposition pour protéger les prisonniers. Donc, que quelqu'un ne vienne pas à la prison avec la maladie, ça c'est une bonne mesure. Deuxième situation qui pourrait arriver, si à un moment, malgré les mesures, on se rend compte que parmi les prisonniers, il y a la maladie, d'autres dispositions seront prises. Il y a la question du Tibet par rapport à l'intérieur du Togo. Oui, alors toutes les dispositions sont prises dans tous les hôpitaux. Et même dans toutes les formations sanitaires, il a été identifié une salle d'isolement. Et donc, les équipes sont préparées pour rapidement prendre en charge les cas, faire les prélèvements et les convoyer rapidement pour la confirmation biologique. Le Togo, le coin le plus loin, c'est maximum 8 heures, 10 heures de route. Donc, ces dispositions sont prises pour pouvoir prendre en charge tous ces cas. L'essentiel, c'est d'éviter qu'un cas contamine les autres. Donc, cette disposition est prise et mise en œuvre. On va retourner au téléphone avec les auditeurs. Je vais rappeler également une nouvelle fois les numéros de la radio 96 50 34 37
Et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Oui, monsieur Pierre, bonjour. Oui, votre nom. Oui, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Bien, merci. Vous avez invité une éminente personnalité dans ce domaine. Bien, merci. Votre nom. Monsieur Akato Léonard. Oui. Mais je m'avais dit aussi que, moi, le preneur de précaution, je crois qu'il y a un problème communautaire qui se pose. Il y a certains Togolais de l'extérieur qui sont passés par le Bénin, mais sont des malades parmi eux qui couchent aujourd'hui à l'hôtel Le Bénin. À cause du coronavirus, certains ont commencé déjà à faire passer, ils ont des gagnes d'affaires, ils ont fait tout à fait. Je crois qu'il faut jeter un coup d'œil sur tous ceux qui sont mis en quarantaine. C'est très important. C'est une proposition. Merci. Bien, merci pour votre intervention. Léonard, après Léonard, qui nous avons en ligne après Léonard? Allô, bonjour. Allô? Oui, Bonjour. oui, comment vous appelez là? Je vais bien. Oui, votre nom? J'ai deux questions à vous éviter. Oui, votre nom? Ok, premièrement, moi, je me soigne. Allô, s'il vous plaît. Ok, le nom? Oui. Bleu aussi. Oui, allez-y. Moi, je me soigne dans un CMS. Quand je suis malade, je me soigne dans un CMS. Je vais poser la question maintenant au professeur. Dans ce cas-ci, lorsqu'ils seront malades, ils vont faire pourquoi aller se soigner où? Ça fait dans cette situation-là. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Concernant le coronavirus, pour la voie maritime, les conteneurs qui arriveront de la Chine, de l'Allemagne, de l'Italie, certainement qu'ils seront isolés. Je ne sais pas la durée du virus. Maintenant, lorsque ces conteneurs sont isolés, quelles mesures prendront-ils? Certainement qu'il y a des friperies, des choses, des conserves dedans. Quelles mesures prendront-ils pour faire pour libérer les stocks des conteneurs là? Quelles mesures prendront-ils? Merci beaucoup. Bien, merci. Blé aussi. Après Blé aussi, un troisième auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom? Baba. Oui, Baba, allez-y. Allez-y. Je voulais demander aux invités, il y a combien de suspects maintenant? Il y a combien de quoi? Il y a combien de cas suspects? J'ai dit les cas suspects au Togo. Bien, merci. Et deuxièmement, je voulais demander pour les cas du marché là. Les gens qui vont au marché, est-ce qu'ils vont arrêter le marché ou ils vont continuer d'aller au marché? Bien, merci. Nous avons trois interventions. Léonard, Blé aussi et puis Baba. Non, je vais commencer par répondre à M. Baba, puisque nous avons déjà parlé des marchés. Les marchés étant nos lieux d'approvisionnement, même lorsque nous serons confinés chez nous, nous sommes obligés d'aller faire nos courses pour nourrir les familles. Donc les marchés resteront ouverts. En tout cas, jusqu'à présent, le gouvernement reste sur ce point-là. Mais les vendeurs comme les acheteurs devront prendre la précaution minimale qui est celle de se couvrir les voies aériennes, la bouche et les narines pour ne pas favoriser la transmission du virus. Le nombre de cas suspects, je vais laisser les médecins le dire, mais je vois que les CMS, nous n'allons pas nous plaindre d'avoir des CMS. Au cours de la campagne, nous avons promis la construction de grands hôpitaux de CMS partout. Si l'auditeur se soigne dans un CMS, il continue à aller dans un CMS. Il n'y a que l'hôpital de Kégué qui est désormais réquisitionné uniquement pour la lutte contre le coronavirus. Bien, docteur, nous avons un certain nombre de questions qui sont des questions techniques. Oui. Léonard qui parle de l'hôtel Le Bénin. Oui, tout à fait. L'hôtel Le Bénin a été réquisitionné par le gouvernement, justement dans la lutte contre cette maladie, pour que des gens à risque, des personnes à risque, par exemple, peut-être pas suspects vraiment, on les regroupe là-bas. On les regroupe là-bas, ils vivent là. Et maintenant, le personnel de santé suit et prend les dispositions pour voir s'ils ont la maladie ou pas. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, c'est la même chose. Aux frontières, nous avons des équipes. Ceux qui prennent l'avion pour descendre ailleurs avant de rentrer dans le pays, ils vont bénéficier de ce dépistage-là, de cette surveillance. Et on essaie de voir. Donc, on suit tous les étrangers. On suit tous ceux qui rentrent dans le pays. Et non seulement des gens, des expatriés qui rentrent dans le pays, même les Togolais qui reviennent d'ailleurs. Ouais, nous avons déjà tous ceux qui sont revenus. On a toute la liste. Et on connaît où ils sont. Et nos acteurs de terrain, tout le temps, vont les suivre pour voir qui est cas, qui n'est pas
cas. Dès que quelqu'un est suspect, on fait le prélèvement rapidement et on voit. Si c'est confirmé, on l'amène au CHR Lomé commune pour la prise en charge. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est la question par rapport au conteneur. Ben, écoutez, le virus, il ne survit pas à l'air ambiant comme ça. Il ne trouve pas de conditions favorables pour rester là. Après 12 heures de temps, sur une surface à l'air libre, le virus, il meurt de lui-même. Il meurt de lui-même. Alors, pour qu'un bateau quitte la Chine et arrive à Lomé, c'est quand même plusieurs jours. Ou même de l'Italie pour arriver ici. Donc, même le temps de chargement, après le temps de déchargement, ce n'est pas 12 heures. Donc, il n'y a absolument aucun risque par rapport à ça. Mais, on n'est pas resté les bras croisés. On a mis quand même un système de surveillance, de désinfection des bateaux au niveau du port. Au niveau du port. Donc, c'est tous les points d'entrée qui sont pris en compte. Donc, il n'y a pas vraiment de peur. Je prononce la question du port autonome de Lomé parce qu'il y a un certain nombre de Togolais qui ont peur par rapport à la pénurie éventuelle des denrées alimentaires. Cela suppose que le Togo va continuer par être fourni en matière de première nécessité. C'est bien ce que le gouvernement dit. Les marchandises ne sont pas arrêtées. Lorsqu'on dit que d'une ville à une autre, nous ne voulons plus voir de passage de passagers, les marchandises, elles vont continuer. Entre Bassar et Lomé, le maïs va continuer à arriver. Donc, nous avons prévu cela. Alors, si vous exploitez jusqu'au port, c'est vrai que les marchandises, tout à l'heure, nous avons dit, il n'y a pas suffisamment de gel, il n'y a pas suffisamment de masques. Lorsqu'ils vont être fabriqués et que nous voulons les importer, il faut bien que les marchandises puissent passer. Non, lorsque l'interdiction est faite de transport de passagers qui pourraient transmettre le virus, les marchandises sont exemptées. Oui, justement pour dire que le gouvernement, quand même, c'est tous les secteurs et toutes les disciplines concentrées. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre, il y a une réflexion approfondie. On ne va pas dire on lutte contre la maladie et on tue les gens de faim. Non, non, non. Donc c'est assez équilibré, c'est bien réfléchi et le gouvernement sait ce qu'il fait. D'accord. Les autres questions? Il y a la question des cas suspects. Ouais. Le nombre de cas suspects, bon, on a beaucoup de cas suspects, c'est ce que je dirais. Parce que ce n'est pas la peine d'alarmer les gens pour rien. L'essentiel, c'est les cas confirmés. Combien de cas avons-nous? Nous encourageons d'avoir beaucoup de suspicions. Nous encourageons. Sur le numéro vert 111, on nous appelle. Attention, il y a quelqu'un ici, il semble avoir la maladie. Nous courons, nous allons, nous regardons, nous évaluons. Donc ça veut dire que nous avons un nombre élevé de suspicions. Mais nous vérifions, nous prélevons, nous faisons des analyses et nous cherchons les cas confirmés. C'est ce qui nous intéresse. Il y a une question, il y a une polémique qui avait eu lieu par rapport au dispositif du Togo à détecter réellement ceux qui sont malades. Et docteur, confirmez-nous, est-ce que le Togo a tous les moyens pour dire que quand c'est bon, c'est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais? Soyez rassurés, le Togo est très bien positionné en matière de surveillance épidémiologique. D'abord, le système est en place, c'est-à-dire suspecté. Et même, non seulement par le personnel de santé, même la communauté, nos agents de santé communautaire, nos auxiliaires villageois d'élevage sont capables de suspecter. Et dès qu'il y a une suspicion, on va faire l'investigation. Dans tous les districts du Togo, dans toutes les préfectures, il y a des équipes qui sont déjà en place. Maintenant, l'atout principal de notre pays, c'est le laboratoire national de référence pour les maladies à potentiel épidémique qui est à l'Institut national d'hygiène. C'est un laboratoire de niveau élevé et il est un des rares dans la sous-région parce qu'il a été mis en place, l'unité de virologie, c'est-à-dire qui s'occupe de la détection des virus, a été renforcée avec l'appui de CDC Atlanta, les Américains, qui ont mis plusieurs millions de dollars pour pouvoir mettre en place ce laboratoire, qui est un laboratoire efficace. Et soyez rassurés aussi que, en ce qui concerne toutes les maladies qui ont une tendance épidémique comme ça, l'OMS veille au grain. Chaque pays qui détecte, qui dit j'ai détecté un cas, le reliquat, c'est-à-dire le reste du prélèvement qu'on a utilisé pour détecter, est gardé pour permettre à l'OMS de venir vérifier et valider que c'est vrai. Et donc, dans le système des laboratoires aussi, on a un système de contrôle, qu'on appelle contrôle de qualité. Donc, d'autres laboratoires viendront un jour, eux aussi, techniquer les mêmes échantillons pour dire effectivement ce laboratoire a bien fait ou n'a pas bien fait.
Quand on parlait de la structure de référence de Lomé, très souvent les gens ont parlé de Dakar et l'Institut Pasteur. Cela veut dire tout simplement que à l'étape actuelle, le Togo dispose de ce qu'il faut pour faire face à la détection des potentiels cas. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci. Nous venons de passer une heure de temps avec nos deux invités. Je rappelle le nom, Dr Hassan Hamadi et puis l'ancien ministre Charles Kodiaba. Le téléphone a recommencé par sonner. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, Maglo, comment vous allez? Ça va? Et à Goué? Oui, ça va bien. Ok, allez-y pour vos préoccupations. Mais allez-y. Et vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire par le gouvernement. J'ai écouté un communiqué par le ministre du Commerce, M. Adélie. Ce communiqué pouvait, en l'occurrence, mettre en garde les commerçants véreux qui ont commencé à faire des spéculations comme ça. Alors, ce communiqué, j'ai l'impression qu'il dit tout simplement à faire plaisir à nos populations. Pourquoi je dis ceci? Vous savez comment ça se joue sur le marché de la loi de l'offre et de la demande. En cette période où les frontières sont fermées, la pénétration des produits venant de l'intérieur est difficile, les stocks anciens sont devenus rares. Et quand on met tout simplement les commerçants disant de ne pas augmenter les prix, je ne souhaite pas bien sûr, et quelle est la mesure qui est prise en amont pour favoriser la pénétration des produits? C'est ce à quoi moi je pense surtout. Voilà ma question. Bien, merci Maglo. Après Maglo, nous allons prendre notre auditeur. On me signale qu'en ligne, il n'y a pas encore d'autres auditeurs, mais nous avons quand même des questions qui sont laissées par les auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux notamment et qui laissent des questions dans notre groupe WhatsApp. Il y a une question qui concerne la ville de Thévié. Quelle est la situation spécifique de la ville de Thévié? Est-ce que cette ville est mise en quarantaine? Est-ce que c'est vrai? C'est la question d'un auditeur. Et puis, il y a aussi une autre question qui est laissée par Emmanuel Akapo. Il dit: les écoles sont bien fermées, mais certains enseignants continuent par organiser des travaux dirigés, surtout pour les élèves qui sont dans les classes désormais. Quel conseil ou quelle intervention vous voulez bien faire par rapport à ces préoccupations-là? Voilà. Non, je pense que s'il y a des professeurs qui font ça, ils sont dans le tort. Quand on dit que les établissements sont fermés, ils sont fermés. Moi, je connais des agences de répétition qui ont prévenu les parents que pour protéger les enseignants comme les élèves, il faut arrêter les répétitions. Donc, s'il y a des enseignants qui font ces cours-là pour ceux qui sont censés aller aux examens, il faut qu'ils arrêtent. La décision prise par les 3 ministres de l'enseignement, aussi bien supérieur, primaire et secondaire que technique, est claire. Il faut arrêter cette pratique-là. S'agissant du commerce, nous l'avons déjà dit encore une fois, les marchandises ne vont pas porter le virus. Et quand le gouvernement dit que interdiction de passage aux frontières, ce sont les personnes humaines, ce sont ceux qui transmettraient le virus. Les marchandises continuent à passer. C'est pourquoi le gouvernement dit ce n'est pas le moment d'augmenter le prix des marchandises. Ce n'est pas le moment de créer des pénuries artificielles pour se donner le droit d'augmenter les prix. Il ne faut pas que pendant que nous tous nous luttons contre le virus, que ce soit une occasion pour des gens véreux de se faire de l'argent qui n'est pas propre, si je puis dire. Donc je réponds à cet auditeur-là. Les marchandises ne sont pas concernées par le blocus. Les marchandises continueront à alimenter normalement le marché. Bien, merci. La question spécifique liée à Thévié. Oui, mais on a cité les villes qui sont, c'est clairement dit au point 2, le bouclage de certaines villes, notamment Lomé, Thévié, Palimé et Sokodé. Donc, je ne sais pas, c'est bouclé. Thévié est bouclé. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, ben, qu'est-ce qui se passe à Sokodé? Qu'est-ce qui se passe à Lomé? Donc, c'est pour dire que c'est relatif au niveau de risque. Au niveau de risque, on évalue, on regarde, attention, voilà. Plusieurs facteurs mis ensemble disent attention, nous avons un risque par ici. Et c'est pour cela que ces villes-là sont bouclées. Bien, merci. Il y a un auditeur qui fait également une observation par rapport au supermarché. Il dit il y a des tenants de supermarchés qui refusent de faire observer les relevés de protection de leurs employés de lavage de mains. Bon.
il faut boycotter ces supermarchés-là. C'est ce que je dirais à notre compatriote. Voilà un client qui vient et qui souhaite se nettoyer les mains à l'entrée. Si les propriétaires du supermarché n'ont pas prévu cela, il faut le boycotter ou aller ailleurs. Je ne vois pas d'autres conseils à lui donner. C'est vrai que certains d'entre nous possédons ces gels hydroalcooliques en poche. Moi, j'en ai, je peux le faire moi-même. Mais dans les supermarchés, d'abord, le gouvernement a demandé qu'il y ait cette distanciation. Il faut se mettre en queue. Il ne faut pas être plus de 50 dans le supermarché. Vous attendez votre tour pour ne pas trop frotter les autres clients. Mais ce lavage de mains au gel, il faut que chaque supermarché en possède. Quelle est l'efficacité du gel? Oui, le gel est efficace, c'est vrai, parce que le virus, il est fragile. Il est fragile, mais la meilleure disposition recommandée, c'est se laver les mains à l'eau et au savon. Et puis le gel, c'est vrai, il n'est pas aussi accessible à tout le monde. Vous voyez? Donc, il faut recommander fortement de se laver les mains à l'eau et au savon. Et bientôt, en tout cas, on aura suffisamment de gel. Parce que la fabrication n'est pas aussi difficile que ça. Mais ça se fabrique au Togo? Bien sûr, la faculté des sciences de la santé avec son dispositif, le département de pharmacie peut le faire. Les officines peuvent le faire. La CAMEG, la centrale d'achat des médicaments, peut aussi le faire. Et hier, le ministre a donné il leur a demandé donc de procéder rapidement à cette fabrication. Donc c'est déjà en cours. Allô? Bonjour, votre nom? Monsieur? Baka, allez-y. J'aimerais poser la question à savoir le niveau que nous sommes actuellement par rapport au vaccin, c'est-à-dire à la pose de solutions, on peut parler du vaccin, le niveau que le monde entier actuel. C'est ma première question. Et ensuite, demain, le ministère vous dit de nous expliquer le cas, pour le nombre de cas. Bien, merci, Baka. Après Baka, un autre auditeur, allô? C'est Baba qui revient. Oui, Baba, vous avez beaucoup de chance. Allez-y. Hier, nous étions à Corvier, au marché. Et puis le chef a gongonné qu'il n'y a plus le marché jusqu'à nouvel ordre. C'est pour cela que moi j'ai demandé le cas du marché, comment on va faire. Oui, on a compris, c'est vrai que vendredi, par exemple, les marchés de Tivi et de Vaughan ont subi aussi les difficultés parce que les autorités locales étaient intervenues. Mais finalement, il y a les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement qui, en principe, supplantent ces dispositions locales. Allô, après Baba, on va insérer un autre allô. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Pierre. Pierre de Vaughan? Oui. Oui, ça fait longtemps. Ça fait 3 Pierre. Allez-y, Pierre. Oui, bon, pour le premier cas, ils nous ont dit entre-temps que la personne est guérie. Est-ce que cela veut dire qu'ils maîtrisent déjà le traitement pour la guérison des autres? Bien, merci, Pierre. On va poursuivre avec un autre après Pierre. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Gérard. Gérard, allez-y. Oui, tout à l'heure, on a parlé des étrangers qui ont pris, les Togolais qui sont à l'extérieur, qui en sont suivis. Je voudrais parler des points je ne sais pas, les guides. Il y a la brousse où les gens passent pour entrer. Des fois, il y a les gendarmes, les policiers là-bas, mais on les corrompt et on leur donne de l'argent et ils passent. Comment ils font là-bas? Et je vais dire au ministre, je le connais, donc il faut qu'ils saisissent et qu'ils donnent des ordres fermes à ceux qui sont sur ce point-là, de ne pas laisser entrer les gens pour ne pas saboter le travail qui est fait sur le terrain avec le ministre. Bien, merci pour ces différentes interventions, depuis Baba jusqu'à Gérard, depuis Baka, en passant par Baba, pour arriver à Gérard. Si notre collègue, notre auditeur Baka s'informe, il saura que le vaccin n'est pas encore dans l'ordre du jour. Même dans les pays les plus développés où les cas sont nettement plus nombreux que chez nous, on cherche.
Et d'après ce que moi je sais, avant 2 ou 3 mois, on ne peut pas dire qu'on aura trouvé un vaccin contre ce virus-là. Surtout quand nous disons qu'il change. Il change, il subit des mutations, voyez-vous. Je vais répondre maintenant à M. Gérard. Je ne sais pas de quoi il parle quand il parle de corruption au point d'entrée. Si je suis Togolais, j'étais au Bénin, je veux rentrer chez moi avec mes pièces. Pourquoi j'ai besoin de corrompre? Non, mais en fait, il parle des bits, en fait, ce qu'on appelle les entrées qui ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics. Il y a quand même ces entrées-là qui existent. Mais dans ce cas, il n'y a pas de corruption? Ce sont des entrées cachées. Oui, des entrées cachées. Il arrive que les gens donnent de l'argent pour passer. Non. Si c'est une entrée cachée, qui n'est pas officielle, où il n'y a pas de gendarmes ou de policiers, qui je corromps pour passer? Mais vous savez que, par exemple, quand vous prenez la frontière du Togo, les grillages par endroits sont sectionnés. Et il y a des policiers qui sont à ces endroits? Oui, mais en fait, il se passe beaucoup de choses sur les frontières. On a l'impression, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas informé là. Non, moi je passe pas. Il est normal. Moi je passe pas la sortie et l'entrée normale. Non, donc, je ne suis pas informé vous n'êtes pas dans ces passages clandestins où il y a des policiers et qu'il faut corrompre. Ça, donc je ne peux pas répondre. Ok. Docteur. Oui, alors, il y a un auditeur qui voulait savoir le nombre de cas suspects. J'ai encore dit une fois que ce n'est pas... Non, mais en fait, il parle de cas confirmés. Non, il parle de cas suspects. C'est-à-dire, les cas suspects, on n'en a pas besoin. Nous, on veut beaucoup plus. Si on peut trouver 1 million de cas suspects, pas de problème. Pas de problème. Donc, que des gens envoient les cas. Si lui-même trouve quelqu'un, qu'il appelle le 111 pour dire, attention, ici, il y a un suspect, on vient investiguer. On vient investiguer. Sinon, que le nombre de cas confirmés, bon, ça évolue. On avait 12. Bon, au fur et à mesure qu'on trouve plus de cas suspects, on essaie de screener pour voir. Donc, bon, on évolue quand même dans le nombre. Donc, ce dimanche, on a 12. Non, aujourd'hui, on est à 16 cas. On a 16 cas confirmés. 16 cas confirmés. Ok, vous donnez un numéro là, 111. C'est le numéro 20, oui, qui est appel gratuit. Il faut que les gens retiennent ce numéro. Oui, donc s'ils détectent des cas, qu'ils nous le disent. Alors, la question du premier patient guéri. Oui, guéri parce que on a fait des contrôles dans son sang et le virus a totalement disparu. Et on a fait 2 contrôles après que cette virémie soit 0 et on a confirmé que c'est toujours 0. Et donc voilà, aujourd'hui la patiente elle est totalement guérie, elle est libérée, pas de problème. Et elle n'a aucun risque pour personne. Pour personne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas de médicaments spécifiques contre le virus, c'est vrai. Mais lorsque quelqu'un est malade, il a des signes. Il y a la fièvre. On ne peut pas laisser les gens avec la fièvre. On peut donner un médicament pour baisser la fièvre. Quelqu'un qui tousse, on peut traiter la toux. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, on peut lui donner de l'oxygène. D'accord? Quelqu'un qui a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, on peut lui donner un médicament pour calmer les douleurs. Et en soulageant le malade, on lui donne les moyens de lutter naturellement contre le virus par son propre organisme. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, voilà, les cas, quand quelqu'un est malade, on le prend à l'hôpital. On n'a pas, certes, le médicament contre le virus de façon spécifique, mais on améliore, on le soulage, on lui donne les forces de lutter naturellement. Et puis, il guérit. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut absolument lutter contre la transmission, parce que, comme le dit le docteur, encore faut-il avoir les moyens naturels de résister. Actuellement, si nous voyons en Italie ce grand nombre de personnes qui décèdent, ce sont ceux qu'on appelle les seniors, 60, 70 ans au-delà, où les défenses immunitaires elles-mêmes sont affaiblies. Il y a des gens comme ça. Donc, vous avez des jeunes qui, eux, sont vigoureux, ils ont des défenses immunitaires normales, mais lorsqu'ils ont transmis le virus à un senior, lui, malheureusement, va partir. C'est ça la difficulté. Il y a des questions qui sont laissées, notamment à Tavi. Oui. Parlant des acides aminés, peut-on déconseiller la consommation de certains aliments au profit d'autres? Et puis la deuxième partie de la question, y a-t-il une catégorie de malades qui doivent faire excessivement attention à la maladie? Oui, tout le monde doit faire excessivement attention à la maladie. Tout le monde. Mais on a constaté seulement que ceux qui résistent le moins à la maladie sont ceux-là qui ont déjà une autre maladie avec eux.
Vous voyez, par exemple, un asthmatique qui a déjà des difficultés respiratoires et qui attrape ce virus, qui donne des difficultés respiratoires, ça ne va faire que accentuer ces difficultés respiratoires. Vous voyez donc, quelqu'un qui a une maladie qu'il traîne, qu'il a déjà affaibli, aura moins de force pour résister, pour se battre contre le virus. Donc, il faut retenir que c'est là où nous avons les cas, les manifestations les plus graves et les décès aussi. Hein, mais tout compte fait, tout le monde, parce que ici c'est une lutte collective, c'est une lutte d'ensemble, que personne ne soit malade. Voilà l'objectif. Nous allons retourner au téléphone. En attendant de retourner au téléphone, il y a cette question, ou bien ce constat qui est fait par Camille Issodo. Il dit, Monsieur le ministre, hier j'ai demandé à payer un cash-ciné à la pharmacie. On me dit 800 francs CFA. Oui, c'est pourquoi le ministre du Commerce est venu à la télévision faire ce communiqué, aussi bien en français qu'en évé. Le ministre a déjà bien dit que ce sont des pratiques qui ne sont pas normales. Certains de nos compatriotes vont vouloir profiter de cette peur généralisée pour se faire de l'argent pas propre. Moi, j'ai acheté des masques, c'est autour de 450-500. Bon, si on lui en a proposé à 800, c'est déjà encore supportable. Mais ce matin, avant d'arriver ici, moi, je suis passé au marché de Bossimé. J'ai vu sur la route des jeunes gens en train de vendre des masques. Alors, avec les jeunes gens, on sait qu'on peut négocier. On peut négocier. Non. Si les prix ont été augmentés, c'est anormal et le ministre a déjà dit, attention, des contrôles inopinés pourront se faire pour détecter ce genre de marchands véreux. On a vu sur les images partout dans le monde les gens porter des masques, mais il y a une question aussi importante que celle de sa durée de vie. Est-ce qu'on va utiliser continuellement et éternellement un masque? Oui, les masques, j'ai dit tantôt, il y a plusieurs types. Dans les hôpitaux, le personnel de santé, il est prescrit un masque pour 3 heures de temps. Mais bien sûr, ça peut être réduit ou rallongé selon l'usage. Par exemple, quelqu'un qui est dans une situation où il sue beaucoup, avec la sueur, alors la sueur va mouiller le masque et le détruire assez rapidement. Donc, il va le changer plus tôt que 3 heures. Mais s'il est dans une condition où il est en situation climatisée, il n'est pas assailli, ça peut aller peut-être jusqu'à 4 heures. Donc, c'est une moyenne de 3 heures. Ouais. Mais ce n'est pas ce type de masque-là qui est conseillé pour la population. Ce n'est pas ce type de masque. En réalité même, ce qui est prescrit, c'est le malade qui devrait porter le masque. Mais ici, ne sachant pas qui est malade, je préfère, moi, vendeur, lorsque quelqu'un s'approche de moi, allez, je ferme ma bouche, je ferme mon nez. Je ne peux pas le faire avec la main, je mets un tissu. D'accord? C'est ce que nous préconisons pour le moment. Parce qu'en réalité, ce n'est pas évident de trouver des masques pour les millions de personnes que nous sommes sur la Terre. Les milliards que nous sommes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Ouais. Donc, ce qui est vraiment recommandé, c'est le minimum de protection avec ce que l'on a à domicile. Maintenant, lorsqu'on est suspect, là, ça devient systématique et rigoureux. Et lorsqu'on est cas confirmé, c'est encore plus rigoureux. Mais le personnel de santé pour les soins, là-bas, c'est un protocole totalement à part. Les masques que nous voyons dans les rues, là, et puisqu'il y a certains qui en portent depuis 48 dans les rues de Lomé, il y a les hommes masqués. Est-ce que ces masques, ils ont également une durée de vie de 3 heures, d'une journée? Auquel cas, il faudrait faire un appel à l'endroit de ceux qui portent ces masques. Si après 24 heures ou 48 heures, les masques, s'ils ne peuvent plus servir à grand chose, il faudrait les changer. Oui, moi je les appelle des bavettes. C'est plus simple de les appeler comme ça, bavettes. C'est-à-dire, j'ai même un mouchoir que je peux prendre, attacher devant mon nez, ma bouche. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que ces bavettes-là soient lavées avec l'eau de javel. En tout cas, toutes les dispositions pour le décontaminer. Parce que c'est quand même un matériel que j'utilise et qui est très proche de mon nez. Donc, je respire tout ce qui est là-dessus.
Donc, je cours un risque de cotiser des germes et de les respirer encore et m'infecter. Donc c'est ça. Alors, au mieux, si j'ai un bon paquet de bavettes, alors je change au fur et à mesure, 3 heures, 4 heures, je change. On retourne au téléphone pour insérer quelques auditeurs, puisqu'il nous reste encore une dizaine de minutes avant de clôturer cette émission qui est consacrée totalement au coronavirus et les mesures qui sont prises par les autorités togolaises pour faire face à cette pandémie. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est Commis. Oui, Commis, allez-y. Au début, on nous a communiqué qu'il y avait seulement que 4 lits et un centre aménagé. À ce jour, est-ce que vous pouvez nous donner exactement le nombre de lits et le nombre de centres aménagés avec le système d'oxygène, des chiffres exacts? Deuxième question, lorsque nous prenons par exemple le cas de Madagascar et le cas de Tchad, on donne des précisions sur les gens. On peut dire que cette dame a 42 ans, elle vient de la France, elle est contaminée. Sur les cas suspects que nous avons au Togo et confinés, d'où viennent ces gens-là? Et que nous savons que de lundi à jeudi, le gouvernement togolais avait ouvert ses frontières aux étrangers venant des pays. Est-ce qu'on ne peut pas nous recenser tous ces revenants, les confinés, pour qu'on puisse avoir une idée claire? Parce que si, dans une famille, quelqu'un revient de la France et se fait contaminer par un membre de sa famille, ça peut rentrer dans un marché, dans une école, dans une église. Bien, merci. Oui, comme il y en a compris, est-ce que vous avez fini? Oui, il a fini sans doute. Il nous reste là 6 minutes. Vous allez réagir à cette question. Moi, je vais parler des 4 lits. Au début de l'émission, je lui ai dit que nous avons dépassé ce stade. À la date d'hier, samedi 21, le chef de l'État a donné des instructions pour que l'hôpital de Kégué entièrement soit, n'est-ce pas, réquisitionné pour les cas de coronavirus. Et cet hôpital, je le connais très bien. 120 lits. On est passé de 4 à 120 lits. Et cet hôpital est relativement récent puisqu'il a été inauguré en 2010. Il y a là-bas la coopération chinoise. On peut faire confiance à nos partenaires chinois que, ayant lutté efficacement contre le coronavirus, ils pourront appliquer à l'hôpital de Kégué ce que nous avons pour sortir tout le monde d'affaires. Alors donc que notre auditeur soit tranquillisé. Il y a un centre entièrement dédié à la lutte contre le coronavirus. On est passé de 4 lits à une possibilité de 120 lits. Bien, merci, docteur. Oui, d'accord. Les voyageurs, on a la liste de tous les voyageurs qui sont rentrés dans le pays. Tout au moins ceux qui sont rentrés par avion et par bateau. On les connaît tous. Et c'est justement dans cette disposition que l'hôtel Le Bénin a été requis. Donc tous ces voyageurs sont suivis avec l'appui du ministère de la Sécurité. Quand ils sont descendus, le vol qui a ramené le plus de gens, tous ces gens ont été déposés et géolocalisés et suivis. Donc, le problème ne se pose pas. En plus, à tous les voyageurs, il y a des directives, des instructions qui ont été données sur papier pour leur dire quelles sont les dispositions à prendre une fois dans le pays. Alors, en ce qui concerne les cas, ils voulaient savoir c'est où. Oui, il faut qu'on le dise, que les gens soient rassurés. En dehors de quelques contacts, des gens qui étaient en contact avec le premier cas, qui ont présenté des signes et à qui on a fait des tests et qu'on a trouvé qu'ils sont confirmés. Mais ils se portent très bien. Ils se portent très bien. Qui sont donc 5. Tous les autres, c'est des gens revenus d'ailleurs. C'est les gens revenus d'ailleurs. Et donc, tous ces gens sont mis au CHR Lomé commune. Et en fait, ils ne présentent aucun signe d'inquiétude. Aucun signe d'inquiétude. Donc, c'est tout simplement par mesure de précaution qu'on ne veut pas qu'ils soient dans la communauté, qu'on les a mis là-bas. Donc, quand on fera le contrôle et qu'on verra qu'ils n'ont pas le virus, ils n'ont plus le virus, ils ont détruit par leurs moyens naturels le virus dans leur organisme, ils vont être libérés et rentrer chez eux. Nous allons rappeler les bonnes attitudes à avoir à partir de cet instant. Ah mais bien sûr. Donc la première chose, c'est se laver les mains à l'eau et au savon de façon régulière. Et
si possible, utiliser du gel hydroalcoolique. La deuxième disposition, c'est se protéger la bouche et le nez au moment d'éternuer ou de tousser avec un papier mouchoir à jeter immédiatement dans une poubelle après, d'accord, ou à défaut, le faire dans le creux du coude pour éviter donc d'amener la main. La troisième chose, avoir de la distance entre nous, d'accord. Éviter de toucher un malade suspect, il ne faut pas être proche de lui. Éviter de toucher un malade suspect et même les malades confirmés. Si vous connaissez un malade confirmé qui, par exemple, a échappé au système quelque part, il faut éviter de le toucher. Donc, si nous avons ce minimum, en plus du respect de toutes les dispositions recommandées par le gouvernement, je crois que nous allons pouvoir... Comment reconnaît-on un malade? Oui, justement. Alors, nous avons déjà donné suffisamment de signes par rapport à cette maladie. L'apparition d'une fièvre qui s'accompagne de toux, d'éternuement, de difficultés respiratoires, de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, mais qui est inexpliquée. Et surtout dans un contexte de notion de voyage. Où l'individu revient. C'est ça, l'individu revient de quelque part hors du pays. Alors, il faut faire attention et déjà dire, non, ce monsieur présente des signes de rhume ordinaire, mais il y a une notion de voyage. Et nous, on le prend comme suspect. C'est pourquoi j'ai évité de donner le nombre de cas suspects, parce que ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, si je prends la région nord où souffle l'harmattan, vous avez plein de gens qui sont allumés. Ouais, mais ce n'est pas le coronavirus. Mais ce n'est pas le coronavirus. Alors, avant que nous n'achevions quand même, le chef de l'État l'a déjà fait dans un communiqué, et mon collègue, mon ami de plateau est devant moi. Il faut rendre un hommage au service médical. Tous ceux qui sont du service médical, dans d'autres pays, payent un lourd tribut. Nous n'en sommes pas encore là, mais il faut saluer le dévouement et le courage des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Ça fait une première catégorie. Il y en a une deuxième qui est curieusement peut-être méconnue. Il y a aussi les prêtres. En Italie, on nous a cité de très nombreux cas de prêtres qui ont aussi payé de leur vie la crise, la pandémie du coronavirus, notamment les prêtres qui sont affectés aux hôpitaux. Puisque quand la dernière heure arrive, ce sont eux qu'on appelle pour administrer les derniers sacrements. Donc il faut saluer le courage, le dévouement de ce type de personnel-là. Bien, merci d'être venu. Je vais vous donner la parole pour conclure en quelques secondes, docteur. Oui, merci. Je voudrais donc dire à la population que il faut respecter toutes les dispositions qui ont été recommandées par le gouvernement. Mais attention, avant le coronavirus, nous avons le virus de WhatsApp. Il faut faire attention aux informations que nous postons et que nous lisons sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, la discipline, l'unité nationale. Les premières questions, on avait tendance de voir un peu de politique là-dedans. Non, il ne faut pas qu'on confonde. Ici, nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre la maladie et éviter de regarder, d'avoir un regard politique. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est pourquoi je finirai par saluer les syndicats, particulièrement le syndicat des prestataires de santé, le SYNFOD, qui nous accompagne. Donc, tous les syndicats devraient faire de même pour aider, au lieu de critiquer, contribuer plutôt à améliorer. Cette conclusion vaut pour l'ensemble des deux personnalités qui sont invitées à cette émission. Charles Kondi-Agba, ancien ministre de la Santé, et puis Dr Hassan Hamadi Simon Pierre, médecin épidémiologiste, chef de division de la surveillance intégrée des urgences sanitaires de la riposte au ministère de la Santé. L'émission s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Venceslas Bogakudoyo, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé, que le Seigneur veille sur notre pays de Togo. Amen. C'est bon, c'est parti. Ok. Ah, merci beaucoup.